Imaginez que votre propre famille vous déteste à tel point qu'elle vous utilise comme punchline d'une blague cruelle. Elle vous expédie comme une épouse par correspondance, non pas pour vous rendre heureuse, mais pour humilier un inconnu qu'elle n'a jamais rencontré. C'est exactement ce qui est arrivé à Evangeline Blackwood au printemps 1871, lorsque sa famille a décidé que sa fille Lade serait l'arme parfaite pour embarrasser Colt Ashford, le plus riche éleveur de Copper Ridge, dans le territoire du Colorado. Mais voici ce que la famille Blackwood n'avait pas prévu. Parfois, ce que vous jetez devient le trésor le plus précieux de quelqu'un d'autre. Lorsque Eva est descendue de ce train poussiéreux à Copper Ridge, s'attendant à être rejetée et humiliée, elle a trouvé quelque chose que sa famille l'avait convaincue qu'elle ne mériterait jamais. Un homme qui a su voir au-delà des apparences et découvrir la femme extraordinaire qu'ils avaient ignorée toute sa vie. Car ce qui avait commencé comme un complot de vengeance tordu de la part d'une famille est devenu la plus belle histoire d'amour que le territoire du Colorado ait jamais connue. Ava n'était pas la jolie mariée délicate comme de la porcelaine à laquelle Colt Ashford s'attendait, mais elle était quelque chose de bien plus précieux. Elle était authentique, elle était forte, et elle était tout ce dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Alors que sa famille, restée dans l'Est, attendait des nouvelles de leur humiliation réussie, Colt tombait éperdument amoureux de la femme qu'ils avaient bêtement rejetée. Ce n'est pas simplement une autre histoire de mariée par correspondance. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert sa propre valeur aux yeux d'un homme qui a vu sa véritable beauté et d'un éleveur qui a appris que les meilleures choses de la vie ne sont pas toujours emballées dans de jolis paquets. C'est l'histoire d'une trahison familiale qui s'est retournée contre ses auteurs, de blagues cruelles qui se sont transformées en justice cosmique et de la façon dont parfois les personnes qui nous font le plus de mal finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour trouver notre destin. Ce que la famille d'Eva n'avait pas réalisé en orchestrant sa farce cruelle, c'est qu'elle ne se contentait pas de renvoyer sa fille indésirable. Ils envoyaient une reine dans son royaume légitime, un cœur à son âme sœur, et une histoire d'amour qui prouverait que la beauté ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce qui touche l'âme. Voici cette histoire brute, réelle et absolument triomphante. La lettre est arrivée un mardi matin d'avril, apportée par le facteur qui regardait toujours Eva Blackwood avec le même mélange de pitié et de gêne qu'il avait suivi pendant ses 28 années de vie à Boston. Elle balayait les marches de l'entrée du manoir Blackwood lorsqu'il s'approcha, les yeux déjà détournés de son visage dans cette danse familière d'évitement poli à laquelle elle s'était habituée. « Bonjour, mademoiselle Blackwood », marmonna-t-il en lui tendant l'enveloppe sans vraiment la regarder dans les yeux. Une lettre pour la famille. Ça a l'air important. Eva prit la lettre d'une main ferme, même si son cœur fit le petit bond familier qu'il faisait toujours à l'arrivée d'un courrier. Dans un monde où elle était constamment ignorée, négligée et rejetée, les lettres représentaient une possibilité. La chance que quelque part, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un veuille réellement avoir des nouvelles de la fille décevante de la famille Blackwood. L'enveloppe était épaisse, en papier coûteux, adressée à Mademoiselle Seraphina Blackwood d'une écriture masculine et audacieuse. Eva eut le cœur qui se serra lorsqu'elle reconnut l'adresse de l'expéditeur. Colt Ashford, Copper Ridge, territoire du Colorado. Sans doute un autre prétendant pour sa belle petite sœur. Un autre homme riche qui avait entendu parler de la beauté légendaire de Seraphina et voulait la revendiquer comme son trophée. Eva. La voix stridente de sa belle-mère transperça l'air matinal comme du verre brisé. Où est cette lettre? J'ai vu le facteur arriver. Eva gravit lentement les marches de marbre, chaque pas résonnant comme un écho à sa résignation. Dans le hall somptueux, Constance Blackwood attendait avec son expression habituelle d'irritation à peine dissimulée. À 45 ans, Constance était encore une belle femme, même si les années passées à gravir les échelons sociaux et son ambition impitoyable avaient creusé des rides profondes autour de sa bouche et de ses yeux. Elle avait épousé le père d'Eva pour son argent et sa position sociale, tolérant sa fille simple et maladroite, issue d'un premier mariage comme un inconvénient nécessaire. Une autre lettre pour Seraphina, dit Eva doucement en tendant l'enveloppe. Constance s'en empara avidement, les yeux brillants tandis qu'elle examinait l'adresse de l'expéditeur. Colt Ashford, murmura-t-elle, comme si ce nom était gravé dans l'or. J'ai entendu parler de lui. On dit qu'il possède la moitié du territoire du Colorado.
Son empire bovin vaut plus que la plupart des fortunes de l'Est. Maman, qu'est-ce que c'est? La voix mélodieuse de Serafina flotta dans le grand escalier alors qu'elle descendait comme un personnage de conte de fées. À 22 ans, Serafina Blackwood était tout ce qu'Eva n'était pas. Des cheveux blonds, une peau de porcelaine, une beauté délicate qui faisait oublier leur propre nom aux hommes. Elle portait une robe du matin rose pâle qui mettait parfaitement en valeur son teint. Chaque boucle était arrangée avec une précision artistique. « Une demande en mariage, ma chérie », dit Constance en déchirant l'enveloppe de ses mains tremblantes. Elle venait d'un baron de l'élevage du Colorado. Eva observait depuis le coin de la pièce sa belle-mère lire la lettre à haute voix, sa voix devenant de plus en plus excitée à chaque mot. Colt Ashford cherchait une épouse, une femme de bonne éducation et de bonne moralité, qui pourrait l'aider à fonder un foyer respectable à la frontière. Il avait entendu parler de la beauté et des talents de Serafina par des connaissances communes et était prêt à lui offrir le mariage sans l'avoir vue, ainsi qu'une dot substantielle et une vie confortable dans son ranch du Colorado. Le Colorado. Serafina fronça son nez parfait. « Maman, c'est pratiquement le désert. Je ne peux pas aller dans un endroit pareil. Et Boston, et la société, et la sécurité, rétorqua Constance d'un ton sec. Les dettes de ton père s'accumulent et tes options ici s'amenuisent. Tu as refusé 3 demandes en mariage rien que cette année. » Eva savait que sa belle-mère avait raison, même si elle n'avait jamais exprimé cette opinion. La fortune des Blackwood était en grande partie une illusion entretenue par des manœuvres sociales habiles et des emprunts de plus en plus désespérés. La beauté de Serafina était leur atout le plus précieux. Mais même la beauté avait une date d'expiration dans le milieu social impitoyable de Boston. « Je n'irai pas », déclara Serafina avec le ton impérieux de quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé. « Trouvez une autre solution. » C'est alors que le regard de Constance se posa sur Eva et un sourire lent et cruel se dessina sur ses lèvres. Ava reconnut cette expression. C'était le même regard que Constance avait lorsqu'elle planifiait l'une de ses manœuvres sociales les plus vicieuses. « En fait, dit lentement Constance, je crois avoir une idée. Un moyen de résoudre plusieurs problèmes à la fois. » Le sang d'Ava se glaça. Quoi que sa belle-mère ait prévu, cela ne se terminerait pas bien pour elle. « Que veux-tu dire ?» demanda Serafina, bien qu'elle se désintéressât déjà de la conversation, occupée à examiner son reflet dans le miroir du couloir. « Réfléchis, ma chérie, » continua Constance, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait lorsqu'elle se montrait particulièrement manipulatrice. « Cet homme est clairement désespéré s'il est prêt à se marier sans avoir vu sa future épouse. Quel genre de gentleman raffiné choisirait de vivre dans des conditions aussi primitives? Il est probablement grossier, sans éducation, voire dangereux. » Serafina haussa les épaules, plus préoccupée par l'ajustement de ses boucles que par la logique de sa mère. « Alors, nous lui donnons exactement ce qu'il mérite, » dit Constance, son sourire s'élargissant. « Nous lui envoyons notre autre fille. » Ces mots frappèrent Eva comme un coup physique. Elle se tenait si tranquillement dans un coin qu'elle avait presque oublié qu'elle était visible. Mais à présent, les 2 femmes se tournèrent vers Serafina avec des expressions allant du calculateur au joyeux. « Mère, vous ne pouvez pas être sérieuse. » Serafina allaita, même si elle commençait déjà à sourire. « Envoyez Eva à ma place. »« Pourquoi pas ?» La voix de Constance se réchauffait à présent, comme toujours lorsqu'elle prenait plaisir à voir quelqu'un d'autre mal à l'aise. Il attend une épouse par correspondance, et c'est exactement ce qu'il aura. Mais pas celle qu'il a négociée. Mais la supercherie, Eva retrouva enfin sa voix, même si ce n'était qu'un murmure. « Quelle supercherie » rétorqua Constant. « Tu es une fille Blackwood, n'est-ce pas? Techniquement, nous respecterons le contrat à la lettre. Il attend Serafina en particulier, » protesta Eva, même si elle savait que c'était inutile. Lorsque Constance avait une idée en tête, surtout si elle était cruelle, rien ne pouvait l'arrêter. « Il attend mademoiselle Blackwood. » Constance la corrigea avec une précision cruelle. « La lettre ne précise pas quelle mademoiselle Blackwood. Et honnêtement, Eva, c'est peut-être ta seule chance de te marier. Tu devrais être reconnaissante qu'on te donne cette opportunité. » Reconnaissante. Ce mot avait un goût amer dans la bouche d'Eva. Reconnaissante d'être utilisée comme une arme dans la vengeance mesquine de sa belle-mère. Reconnaissante d'être envoyée à l'autre bout du pays pour décevoir un inconnu. Reconnaissante d'être la chute d'une blague qui détruirait toute chance qu'elle aurait pu avoir d'être heureuse.
C'est parfait. Sarafina frappa dans ses mains comme une enfant qui vient de recevoir un nouveau jouet. Oh, Eva, tu vas enfin servir à quelque chose. Et imagine la tête de ce fermier quand il verra ce qu'il va vraiment avoir à ma place. Sarafina, prévint Constance, tout en continuant de sourire. Nous ne devons pas être trop cruels. Après tout, nous rendons service à Eva. Elle aura un mari, un foyer, et elle sera suffisamment loin pour que ses défauts ne rejaillissent plus sur notre famille. Eva fixa les deux femmes qui étaient censées l'aimer, ou du moins se soucier de son bien-être, et sentit quelque chose se briser en elle. Elle avait toujours su qu'elle n'était pas désirée. Elle avait toujours compris que sa présence était simplement tolérée plutôt que célébrée. Mais un tel niveau de cruauté calculée était quelque chose de nouveau, même pour elle. « Et s'il me renvoie ?» demanda-t-elle doucement. « Alors tu auras vécu une aventure, » répondit Constance en haussant les épaules. « Plus que tu n'en vivras probablement en restant ici à prendre de la place et à effrayer les prétendants de Sarafina. » La brutalité désinvolte de cette remarque fit tressaillir Eva, mais elle déclencha aussi autre chose. Une petite flamme de colère qui couvait dans sa poitrine depuis des années, c'était peut-être sa chance. Peut-être qu'être expédié dans le Colorado comme un colis indésirable était exactement la fuite dont elle avait besoin pour échapper à cette prison dorée où elle ne serait jamais rien de plus que la fille décevante, la sœur ordinaire, la honte de la famille. « Quand partirai-je » s'entendit-elle demander. Constance haussa les sourcils, surprise. « Tu es d'accord » Eva leva le menton, sentant pour la première fois de sa vie quelque chose qui ressemblait à du courage coulé dans ses veines. « J'accepte de prendre le contrôle de mon propre destin. Si tu veux m'envoyer au Colorado dans le cadre de ta petite blague cruelle, alors très bien, mais ne t'attends pas à ce que je revienne en rampant quand ça ne se passera pas comme tu l'avais prévu. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Constance. De l'incertitude, peut-être, ou le premier signe que ce plan pourrait ne pas se dérouler exactement comme elle l'avait imaginé. « Le train part mardi prochain, dit-elle lentement. Monsieur Ashford attend sa fiancée avant la fin du mois. « Alors je ferais mieux de commencer à faire mes valises, répondit Eva. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit avec une émotion sincère. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait à ce moment-là, c'est qu'Eva Blackwood était sur le point de devenir la meilleure chose qui soit arrivée à Cold Ashford, et que leur cruelle plaisanterie allait se retourner contre eux de la manière la plus spectaculaire qui soit. Cold Ashford se tenait sur le porche qui entourait sa maison de ranch, regardant le soleil peindre les montagnes rocheuses de nuances dorées et cramoisies, alors qu'une autre journée s'achevait sur Copper Ridge. À 35 ans, c'était un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, à force de détermination et de travail acharné, transformant 15 000 acres de territoire sauvage du Colorado en l'une des exploitations bovines les plus prospères à l'ouest du Mississippi. Mais ce soir-là, alors qu'il sirotait son café du soir et écoutait les sons familiers de son ranch s'installer dans le crépuscule, il ne pensait pas au prix du bétail, au droit sur l'eau ou à la douzaine de préoccupations qui occupaient habituellement son esprit. Ce soir, il pensait à elle, Mademoiselle Serafina Blackwood, la belle bostonienne qui avait accepté de devenir son épouse par correspondance. La décision de chercher une femme par correspondance n'avait pas été facile pour un homme aussi fier et indépendant que lui. Colt avait passé la majeure partie des 15 dernières années à prouver qu'il pouvait survivre et prospérer sans dépendre de personne, bâtissant sa fortune à force de volonté et refusant de reculer devant les défis que lui lançait la frontière. Mais le succès avait son lot de solitude et à 35 ans, il en avait assez de dîner seul et de s'endormir au son du vent dans les montagnes. Il sortit sa lettre de la poche de son gilet pour la 12e fois cette semaine-là, même s'il en connaissait chaque mot par cœur. L'écriture délicate, les phrases soignées, le raffinement doux qui témoignait d'une bonne éducation et d'une bonne formation. D'après ses contacts dans l'Est, Serafina Blackwood était tout ce qu'un homme pouvait désirer chez une épouse. Belle, accomplie, issue d'une famille respectée, riche de longue date et de lignées anciennes. Patron. La voix appartenait à Miguel Santos, son contremaître et ami le plus proche depuis 8 ans. Tu vas rester là à rêvasser devant cette lettre toute la nuit? Tu vas m'aider à décider ce qu'on va faire avec le pâturage nord? Colt plia soigneusement la lettre et la remit dans sa poche. Qu'y a-t-il à décider?
On déplace le troupeau là-bas la semaine prochaine, comme prévu. Ce n'est pas ce que je veux dire et tu le sais. Miguel monta sur le porche, son visage buriné, marqué par le souci que lui inspirait leur longue amitié. Je parle de tout ça. Il désigna la maison qui avait été en effervescence ces 2 dernières semaines, Cole se préparant à l'arrivée de sa future épouse. Les changements avaient été considérables. De nouveaux meubles commandés à Denver, des rideaux accrochés aux fenêtres qui étaient restés nus pendant des années, des fleurs plantées dans des parterres qui n'avaient auparavant accueilli que des légumes utilitaires. À l'intérieur, la chambre d'amis avait été transformée en une pièce digne d'une dame, avec une coiffeuse, un miroir en pied et une armoire suffisamment grande pour contenir la douzaine de malles de vêtements qu'il imaginait qu'elle apporterait de Boston. Un homme a le droit de rendre sa maison confortable pour sa femme, dit Colt d'un ton neutre. Bien sûr, acquiesça Miguel. Mais ce n'est pas seulement confortable, Hermano. C'est, chercha-t-il le mot juste, c'est comme si tu t'attendais à voir une princesse de conte de fées descendre de ce train. Colt serra les mâchoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai vu ton regard quand tu parles de cette femme, Miss Owen, répondit Miguel sans détour. Comme si elle allait résoudre tous tes problèmes, combler tous les vides, transformer cet endroit en quelque chose qu'il n'a jamais été. Et qu'y a-t-il de mal à vouloir quelque chose de mieux? Rien. Tant que tu te souviens qu'elle est une personne réelle et non un rêve parfait que tu t'es construit dans ta tête. Miguel s'appuya contre la balustrade du porche, l'air sérieux. Que se passera-t-il si elle ne répond pas à toutes les attentes que tu as placées en elle? Et si elle n'est qu'une femme ordinaire, avec des problèmes ordinaires et des défauts ordinaires? Colt resta silencieux pendant un long moment, observant un faucon tourner au-dessus de la vallée. En vérité, il s'était construit des fantasmes élaborés sur ce que serait sa vie une fois que Serafina serait arrivée. Il l'imaginait apporter grâce et culture à son monde rude et rustique, transformer à son appartement de célibataire en un véritable foyer. Il l'imaginait présider des dîners pour les éleveurs voisins. Sa beauté et son raffinement rehausseraient son statut social dans la région. Mais surtout, il s'imaginait rentrer chez lui chaque soir et la trouver là, à l'attendre. Un refuge civilisé loin des dures réalités de la vie à la frontière. Elle vient d'une bonne famille, finit-il par dire. Elle est instruite, raffinée. Le genre de femme qui peut aider un homme à construire quelque chose de durable. Ou le genre qui jettera un coup d'œil à tout cela. Miguel fit un geste vers l'immensité de la prairie et des montagnes et prendra le prochain train pour Boston. Cette pensée avait traversé l'esprit de Colt plus d'une fois au cours des nuits blanches du mois dernier. Et si elle détestait l'isolement? Et si la dure réalité de la vie au ranch était trop difficile à supporter pour quelqu'un habitué au confort civilisé de Boston? Et si elle le voyait et décidait qu'elle avait commis une terrible erreur? Un homme dont les mains portaient les traces indélébiles d'un travail honnête, dont le visage était buriné par le soleil et le vent, dont les conversations portaient davantage sur le bétail et la météo que sur la littérature et l'opéra. Elle a accepté de venir, dit-il, même si ces mots sonnaient creux à ses propres oreilles. Elle a accepté d'épouser un inconnu et de déménager au milieu de nulle part. Miguel corrigea. Ça ne veut pas dire qu'elle sera contente quand elle arrivera ici. Avant que Colt n'ait pu répondre, le bruit de sabots qui approchait interrompit leur conversation. Un cavalier émergea de la pénombre grandissante. Tommy McKenna, le plus jeune employé du ranch, éperonnait son cheval en direction de la maison avec une urgence évidente. « Patron, appela Tommy avant même de descendre de cheval. J'ai des nouvelles de la ville. Madame Henderson, de la pension, m'a envoyé vous chercher. » Colt se redressa, le pouls accéléré. Madame Henderson tenait le seul logement respectable de Copper Ridge et elle avait accepté d'héberger temporairement sa future épouse jusqu'à ce que le mariage puisse être organisé. Quel genre de nouvelles? Le train est arrivé cet après-midi, allaita Tommy, encore essoufflé par sa course effrénée. Et il y avait une dame à bord, une dame qui demandait spécifiquement de vos nouvelles. Le cœur de Colt s'arrêta de battre. Elle est ici, mais elle n'était pas attendue avant la semaine prochaine. Je n'en sais rien, patron. Mais Madame Henderson dit qu'il y a bien une dame chez elle qui prétend être votre épouse par correspondance. Elle dit qu'elle a les papiers et tout. Le monde semblait basculer sur le côté. Serafina était arrivée une semaine plus tôt et attendait en ville, tandis que lui se tenait sous son porche,
complètement pris au dépourvu. Colt passa une main dans ses cheveux, l'esprit en ébullition. La maison n'était pas tout à fait prête. Il avait prévu de passer le week-end à mettre la touche finale à la chambre et à disposer les meubles du salon. Il avait l'intention de l'accueillir à la gare, vêtu de son plus beau costume, un bouquet de fleurs à la main, prêt à faire une première impression qui donnerait le ton à leur mariage. « À quoi ressemblait-elle » demanda-t-il soudainement. Tommy cligna des yeux, surpris. « Monsieur, la dame, Madame Henderson a-t-elle dit à quoi elle ressemblait? »« Oh !» répondit Tommy en se grattant la tête d'un air pensif. « Eh bien, elle a dit qu'elle semblait gentille, calme, très polie et bien élevée. Ce n'était pas exactement la description détaillée que Colt espérait, mais cela devrait suffire. « Préparez mon cheval, ordonna-t-il. « Je vais en ville. Patron, dit Miguel d'un ton inquiet, vous devriez peut-être attendre demain matin. Donnez-vous le temps de réfléchir, de vous préparer correctement. » Se préparer à quoi? Colt se dirigeait déjà vers la maison. Son esprit se concentrait avec la même détermination qui lui avait permis de bâtir son empire. « C'est ma fiancée. Elle est ici et elle m'attend. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, l'angoisse lui nouait l'estomac. Et si elle était déçue par ce qu'elle trouverait dans le Colorado? Et si la réalité de la vie au ranch était trop dure pour quelqu'un habitué au raffinement de Boston? Et si l'alchimie qu'ils avaient développée à travers leurs lettres ne se traduisait pas dans la vie réelle? À l'intérieur de la maison, il enfila ses plus beaux vêtements. Un costume noir qu'il avait commandé à Denver, une chemise blanche avec un col impeccable, des bottes cirées jusqu'à briller comme un miroir. Il se tint devant le miroir de sa chambre, essayant de se voir à travers ses yeux. Il était grand et large d'épaules, avec des cheveux foncés et des yeux bleus que les femmes trouvaient beaux. Mais il portait les marques de sa profession. Des mains calleuses, une cicatrice le long de la mâchoire suite à une altercation avec un taureau en colère, des rides permanentes autour des yeux dues à des années passées à scruter l'horizon lointain sous le soleil brûlant des montagnes. Le trouverait-elle acceptable? Verrait-elle au-delà de son apparence rude l'homme qui avait passé des semaines à planifier chaque détail de son confort? Alors qu'il chevauchait vers la ville dans l'obscurité grandissante, Colt se surprit à répéter ce qu'il dirait lorsqu'il la verrait pour la première fois. Devait-il être formel et correct, comme l'exigeait probablement la société bostonienne, ou devait-il être lui-même? Direct, honnête, peut-être un peu maladroit, mais indéniablement sincère. Les lumières de Copper Ridge apparurent devant lui, comme des points jaunes éparpillés dans l'obscurité, tels des étoiles terrestres. Quelque part dans ce petit ensemble de bâtiments, dans la pension de Madame Henderson. La femme qui allait devenir son épouse l'attendait. La femme qui allait transformer son existence de célibataire en quelque chose de plus riche, de plus chaleureux, de plus complet. Colt fit accélérer son cheval, le cœur battant à tout rompre, à la fois d'anticipation et de terreur. Dans quelques minutes, il allait rencontrer la femme dont il était tombé à moitié amoureux à travers des lettres. La beauté raffinée de l'Est qui avait accepté de partager sa vie et de l'aider à construire quelque chose de durable dans la nature sauvage du Colorado. Il ne se doutait pas que la femme qui l'attendait n'avait rien à voir avec les fantasmes qu'il s'était soigneusement construits. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'au lieu de la parfaite Serafina qui l'attendait, il allait rencontrer Eva Blackwood, fatiguée, marquée par le voyage et convaincue que son accueil serait tout sauf chaleureux. Mais parfois, les meilleures surprises sont celles que l'on ne voit pas venir. Et parfois, ce que nous pensons vouloir n'est rien en comparaison de ce dont nous avons réellement besoin. Ce soir, Colt Ashford était sur le point de découvrir la différence. La pension de Madame Henderson se trouvait au bout de la rue principale de Copper Ridge, tel un phare de respectabilité dans une ville qui s'était développée autour des concessions minières et des troupeaux de bétail. Le bâtiment de 2 étages était peint d'un jaune joyeux avec des bordures blanches. Son porche enveloppant était décoré de paniers suspendus remplis de fleurs sauvages que Martha Henderson entretenait avec la même dévotion farouche qu'elle appliquait à protéger la vertu de ses clientes. Cole attacha son cheval au poteau d'attache avec des mains qui n'étaient pas tout à fait fermes, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine alors qu'il montait les marches du perron. À travers les rideaux de dentelle de la fenêtre du salon, il pouvait voir la lueur chaleureuse des lampes à huile et les silhouettes des personnes qui s'affairaient à l'intérieur. L'une de ces silhouettes était celle de Serafina Blackwood,
La femme qui avait accepté de devenir son épouse sur la base de rien d'autre que des lettres et de l'espoir. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, révélant Martha Henderson en personne, une femme rondelette et maternelle d'une 60aine d'années, qui était depuis toujours la gardienne officieuse des normes morales de Copper Ridge. Son expression était bienveillante mais inquiète, le regard qu'elle avait lorsqu'elle essayait de trouver la manière la plus diplomatique de délivrer une mauvaise nouvelle. Monsieur Ashford, dit-elle doucement et en sortant sur le porche et en refermant la porte derrière elle. Je suis heureuse que vous soyez venu si vite. Vraiment. Colt s'éclaircit la gorge, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. Mademoiselle Blackwood est-elle à l'aise? A-t-elle besoin de quelque chose? Martha tordit les mains dans son tablier et Colt sentit son estomac se nouer. Ce n'était jamais bon signe avec Martha Henderson. Quand la femme la plus imperturbable des 3 comtés se tordait les mains, cela signifiait généralement des ennuis. C'est une jeune femme adorable, dit Martha avec précaution. Très polie, très bien élevée. C'est juste que, dit-elle en marquant une pause, cherchant ses mots. Juste quoi? Eh bien, je pense qu'il y a peut-être une certaine confusion au sujet des attentes, dit Martha délicatement. Vous devriez peut-être lui parler vous-même. Elle vous attend dans le salon. Avant que Colt n'ait pu lui demander ce qu'elle entendait par « confusion au sujet des attentes », Martha le fit entrer. La pension sentait le cire d'abeille et les sachets de lavande que Martha avait glissés dans chaque tiroir et chaque placard. L'atmosphère y était chaleureuse, confortable et tout à fait civilisée. Exactement le genre d'environnement où une dame raffinée de l'Est se sentirait chez elle. Mademoiselle Blackwood appela Martha alors qu'il s'approchait du salon. « Monsieur Ashford est ici pour vous voir. » Colt redressa les épaules et franchit le seuil. Il avait déjà préparé sa salutation, mais les mots moururent dans sa gorge lorsqu'il vit la femme se lever du fauteuil à oreilles près de la cheminée. Ce n'était pas Seraphina Blackwood, du moins pas la Seraphina Blackwood à laquelle il s'attendait. La femme devant lui était grande, plus grande qu'il ne l'avait imaginé, avec une silhouette robuste et pratique qui évoquait la force physique plutôt que la fragilité délicate. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, en un chignon simple qui s'était légèrement défait pendant son voyage, des mèches encadrant un visage qui n'était pas beau, pas au sens classique qu'il avait anticipé. Ses traits étaient fausses plutôt que délicats. Sa peau était légèrement tachée plutôt que pâle comme de la porcelaine. Ses mains étaient rugueuses plutôt que douces et blanches. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient extraordinaires, bruns foncés parsemés de reflets dorés, intelligents et directs. Il croisait son regard sans broncher ni détourner les yeux. Il y avait de la force dans ses yeux et de l'honnêteté dans quelque chose qui aurait pu être remis en question. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. Colt était vaguement conscient que sa bouche était ouverte, qu'il bâillait comme un poisson sorti de l'eau, mais il semblait incapable de faire fonctionner son cerveau correctement. C'était sa femme commandée par correspondance. C'était la délicate Fleur de Boston pour laquelle il s'était préparé pendant des semaines. « Monsieur Ashford, dit-elle enfin, la voix légèrement tremblante malgré son regard fixe. Je suis Eva Blackwood. Je crois que vous m'attendiez. » « Va pas, Seraphina. » Eva Blackwood. Et soudain, plusieurs pièces d'un puzzle très désagréable se mirent en place dans l'esprit de Colt. « Vous êtes... Il s'éclaircit la gorge, essayant de rassembler ses pensées éparpillées. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Quelque chose vacilla dans ses yeux remarquables. De la douleur peut-être, ou de la résignation. « Non, dit-elle doucement, j'imagine que non. » Le silence s'étira entre eux, lourd de questions tacites et de prises de conscience naissantes. Derrière lui, Colt pouvait entendre Martha Henderson bouger inconfortablement, souhaitant clairement être ailleurs. « Peut-être, » dit Eva avec une dignité prudente. « Vous aimeriez vous asseoir. Je pense que nous devons discuter de la situation. » Colt acquiesça silencieusement et prit la chaise en face d'elle, l'esprit encore en ébullition. La situation, c'était une façon de voir les choses. Une autre façon serait de parler de désastre complet. Une publicité mensongère qui serait drôle si cela ne lui arrivait pas à lui. « Je suppose, » continua Eva en croisant les mains sur ses genoux avec le calme de quelqu'un qui a l'habitude de gérer les déceptions, « que vous attendiez ma sœur Seraphina. » « Ma sœur ?» Le mot sortit plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. « Ma demi-sœur, techniquement. » Le sourire d'Eva était amer. Seraphina est tout ce que je ne suis pas. Belle, délicate, accomplie dans tous les domaines qui comptent pour la société.
Elle est également totalement réticente à quitter Boston pour ce qu'elle considère comme une région sauvage et incivilisée. Alors, ils t'ont envoyé à sa place. Ce n'était pas une question. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une horrible clarté. Ils m'ont envoyé à sa place, confirma Eva, comme une sorte de plaisanterie. J'en ai peur. Ma belle-mère a pensé que ce serait amusant de vous donner exactement ce que vous méritez pour être le genre d'homme qui cherche une femme par correspondance. La cruauté désinvolte de cette remarque frappa Colt comme un coup physique. Ils utilisaient cette femme, un membre de leur propre famille, comme une arme dans un acte de vengeance mesquin contre un étranger qu'ils n'avaient jamais rencontré. Ils l'avaient envoyée à l'autre bout du pays pour qu'elle serve de punchline à une blague qui les humilierait tous les deux. Bon sang, murmura-t-il. Je comprends que ce n'est pas ce que vous aviez prévu, dit Eva d'une voix calme, malgré le fait que ses jointures étaient devenues blanches à force de serrer les mains. J'ai assez d'argent pour payer mon billet de retour à Boston. Si vous me permettez de passer la nuit ici, je pourrais prendre le train de demain en direction de l'Est. Vous voulez repartir? La question le surprit par son intensité. Quelque chose changea dans l'expression d'Eva. Vouloir est un mot compliqué, Monsieur Ashford. Est-ce que je veux retourner dans une famille qui m'a utilisé comme instrument d'une blague cruelle? Est-ce que je veux passer le reste de ma vie à me faire rappeler que je suis la fille décevante, la sœur sans charme, le fardeau immariageable? Elle fit une pause, prenant une inspiration tremblante. Non, mais je ne veux pas non plus imposer ma présence à un homme qui me trouve clairement aussi décevante que ma famille. La douleur dans sa voix était désormais indéniable, soigneusement contrôlée, mais absolument réelle. Cette femme avait été blessée systématiquement, à plusieurs reprises, par ceux-là même qui auraient dû la protéger et la chérir. Elle avait été envoyée ici en s'attendant à être rejetée, prête à subir l'humiliation, résignée à être une fois de plus indésirable. Et Colt réalisa avec une clarté saisissante qu'il était furieux, non pas contre elle, jamais contre elle, mais contre les personnes qui lui avaient fait cela, contre une famille si désinvolte dans sa cruauté qu'elle sacrifiait l'un des siens pour un moment de divertissement, à une société qui pouvait regarder cette femme intelligente, digne, manifestement courageuse, et ne voir qu'une déception parce qu'elle ne correspondait pas à leur définition étroite de la perfection féminine. Mademoiselle Blackwood, dit-il doucement, et quelque chose dans son ton la fit lever brusquement les yeux. Je veux que les choses soient très claires. Vous n'êtes pas une déception. Vous n'êtes pas indésirable et vous n'êtes certainement pas une plaisanterie. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle s'attendait à tout sauf à ces mots. Ce que vous êtes, continua Colt en se levant de sa chaise pour se diriger vers la fenêtre, c'est la victime de personnes très petites et très cruelles qui ne méritent pas de cirer vos bottes et encore moins de se considérer comme votre famille. Monsieur Ashford, bon, je l'admets, dit-il en se retournant vers elle. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. J'avais des idées assez précises sur ce à quoi ressemblerait ma femme, et la plupart d'entre elles étaient basées sur des suppositions qui valent probablement autant que le journal de la semaine dernière. L'expression d'Eva était indéchiffrable, mais elle écoutait attentivement. La question est, dit Colt en la regardant droit dans les yeux, que voulez-vous? Pas ce que veut votre famille, pas ce que vous pensez que je veux, mais ce que vous voulez pour vous-même, pour votre vie. Pendant un long moment, Eva resta silencieuse. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je veux compter pour quelqu'un, dit-elle. Je veux être appréciée pour qui je suis, et non rejetée pour ce que je ne suis pas. Je veux construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui me considère comme une partenaire, pas comme un fardeau, un trophée ou une blague. » Elle le regarda avec ses yeux extraordinaires. « Je veux avoir la chance de prouver que je suis bien plus que ce que ma famille a jamais pris la peine de voir. » Quelque chose de serré et d'angoissant dans la poitrine de Colt commença à se relâcher. « Et si je t'offrais cette chance, alors je te demanderais ce que tu attends vraiment d'une épouse, répondit-elle. Parce que si tu cherches un ornement délicat pour embellir ton salon, je vais te décevoir. Je suis pragmatique, j'ai des opinions bien arrêtées, et je n'ai absolument aucune intention de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas juste pour mettre les autres à l'aise. Malgré tout, le choc, la confusion, le bouleversement complet de ses attentes, Colt se surprit à sourire. « Vous savez quoi, mademoiselle Blackwood?
Je pense que j'en ai assez de faire semblant pour toute une vie. Cela signifie-t-il, dit Colt en lui tendant la main, que nous devrions peut-être recommencer à zéro? Je m'appelle Colt Ashford et je suis très heureux de rencontrer la vraie Eva Blackwood. Elle regarda sa main tendue pendant un instant avant de la serrer. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse et tout à fait sincère. Enchanté également, Monsieur Ashford, dit-elle, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, elle sourit. Son visage s'illumina, révélant une chaleur et un humour qu'aucune beauté classique ne pouvait égaler. Ashford, jusque-là froid, réalisa que la cruelle plaisanterie de sa famille pourrait bien être la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Le soleil matinal commençait tout juste à peindre les montagnes rocheuses de nuances roses et dorées lorsque Colt aida Eva à monter dans son chariot pour se rendre au ranch. Elle avait passé la nuit dans la pension de Madame Henderson et lui était restée éveillée dans son lit pendant des heures, fixant le plafond et essayant de concilier la femme qu'il avait rencontrée avec tout ce qu'il pensait vouloir chez une épouse. Eva Blackwood n'avait rien à voir avec la créature délicate et décorative à laquelle il s'attendait. Elle était plus grande que la plupart des hommes, avec des mains fortes et un regard direct qui semblait embrasser tout ce qui l'entourait avec une intelligence vive. Quand elle était montée dans le chariot ce matin-là, elle l'avait fait sans attendre qu'on l'aide. Rassemblant sa simple robe de voyage marron avec des gestes efficaces qui trahissaient quelqu'un habitué à prendre soin de lui-même. « C'est magnifique », avait-elle dit doucement, alors qu'il traversait la vallée qui menait à son ranch, le regard embrassant l'immensité de la prairie parsemée de bétail en train de paître. « J'avais entendu dire que les territoires de l'Ouest étaient rudes, mais ceci, dit-elle en montrant les montagnes qui s'élevaient comme des flèches de cathédrale dans le ciel matinal, ceci est magnifique. » Colt se surprit à étudier son profil pendant qu'elle parlait, remarquant la façon dont la lumière matinale faisait briller les reflets dorés de ses cheveux bruns, le léger retroussement de son nez qui empêchait ses traits forts d'être trop sévères. Elle n'était pas jolie au sens conventionnel du terme, mais son visage avait quelque chose de fascinant. Une franchise, une intelligence qui attirait le regard et le retenait. « Ça peut être rude, finit-il par dire. Les hivers sont brutaux. Les étés sont assez chauds pour tuer un homme s'il ne fait pas attention, et nous sommes à 65 km de la ville la plus proche. Mais ce n'est pas le genre de vie que la plupart des femmes de l'Est trouveraient confortable. » Eva se tourna vers lui, puis haussa un sourcil dans ce qui pouvait être un signe d'amusement. « Monsieur Ashford, on m'a répété pendant 28 ans que je ne ressemblais en rien à la plupart des femmes. Je pense pouvoir supporter un peu d'inconfort. » Il y avait de la fermeté dans sa voix, discrète, mais indéniable. Cette femme avait été sous-estimée toute sa vie, et elle en avait assez de s'excuser pour ce qu'elle était. Alors qu'il franchissait la crête qui révélait son ranch étendu en contrebas, Colt se surprit à retenir son souffle. Il était fier de ce qu'il avait construit ici. La vaste maison en rondins et en pierre avec ses larges porches et ses lucarnes, les dépendances soignées et le corral bien entretenu, les milliers d'hectares de pâturage de premier choix qui s'étendaient à perte de vue. Mais soudain, il le voyait à travers ses yeux, se demandant si une femme élevée dans la société raffinée de Boston le trouverait grossier et primitif. Eva resta silencieuse pendant un long moment, absorbant l'étendue de son exploitation. Les ouvriers agricoles étaient déjà au travail au loin, déplaçant le bétail et réparant les clôtures, leurs cris lointains portés par l'air du matin. Les chevaux paissaient dans les pâturages voisins, leur pelage brillant au soleil. « Combien d'hommes employez-vous » demanda-t-elle finalement. « 15 à plein temps, plus pendant la saison du rassemblement, » répondit Colt. « Nous élevons environ 3000 têtes de bétail sur notre domaine et avons des droits de pâturage sur 10 000 acres supplémentaires de terre appartenant au gouvernement. Et vous avez construit tout cela vous-même » Il y avait quelque chose dans son ton qu'il ne parvenait pas tout à fait à identifier. Pas exactement de l'admiration, mais du respect, de l'intérêt. « J'ai commencé avec rien d'autre que 100 $ et plus têtu que centimes, » dit-il. « C'était il y a 12 ans. Le premier hiver m'a presque tué. J'ai vécu dans une cabane d'une seule pièce et j'ai mangé des haricots et du pain dur pendant 3 mois d'affilée. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester? » C'était une bonne question qu'il s'était posée à maintes reprises au cours de ses premières années où tout semblait aller de travers. Le bétail mourait, les droits d'eau étaient contestés,
Les hivers semblaient interminables. La liberté, je suppose, a-t-il finalement répondu. Dans l'Est, un homme naît à un endroit et y reste. Ici, vous pouvez devenir qui vous voulez, à condition d'être assez fort. Eva a hoché la tête comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Oui, a-t-elle répondu doucement. Je comprends l'attrait de cela. Le chariot est entré dans la cour et ils ont été presque immédiatement entourés par les ouvriers du ranch venus voir la nouvelle épouse du patron. Colt aida Eva à descendre, très conscient de la façon dont les hommes la regardaient. Non pas avec l'admiration lubrique à laquelle ils s'attendaient, mais avec une inquiétude perplexe. De toute évidence, ce n'était pas non plus ce à quoi ils s'attendaient. « Les gars », dit Colt d'une voix empreinte de l'autorité que lui conféraient ses années de commandement. « Je vous présente ma future épouse, mademoiselle Eva Blackwood. Mademoiselle Blackwood, voici mon équipe. » Les hommes touchèrent respectueusement leurs chapeaux et murmurèrent des salutations, mais Colt pouvait voir les questions dans leurs yeux. Miguel s'avança, l'expression soigneusement neutre. « Madame, » dit-il avec un léger signe de tête, « bienvenue au ranch Ashford. » « Merci, » répondit Eva, et Colt fut frappé par la façon dont elle semblait accepter naturellement les présentations. Pas de recul, pas de malaise évident à être entouré d'hommes rudes et burinés qui n'avaient probablement pas vu d'eau et de savon depuis une semaine. Vous avez une très belle exploitation ici. Nous aimons le penser, répondit Miguel, bien que son regard se posât sur Colt avec une inquiétude évidente. Mademoiselle Blackwood a fait un long voyage. Colt dit « Je pensais lui montrer la maison, la laisser s'installer. » Les hommes se dispersèrent pour retourner à leur travail, mais Colt pouvait sentir leur regard curieux le suivre tandis qu'il escortait Eva jusqu'aux marches du perron. La maison dont il était si fier lui semblait soudain trop grande, trop masculine, trop semblable à la demeure de célibataire qu'elle avait toujours été. À l'intérieur, Eva parcourut les pièces avec la même attention mesurée qu'elle avait accordée au paysage, observant les meubles lourds, la cheminée en pierre qui dominait la pièce principale, les larges fenêtres qui donnaient sur la vallée. Il avait essayé d'adoucir l'espace pour son arrivée prévue. Des fleurs fraîches sur la cheminée, de nouveaux rideaux dans le salon, un service à thé délicat exposé bien en évidence sur le buffet. Mais maintenant, ces touches semblaient forcées, des tentatives artificielles d'imposer le raffinement oriental à un espace fondamentalement occidental. « C'est charmant », dit Eva, mais il n'était pas sûr qu'elle le pensait vraiment. Elle s'arrêta devant la grande fenêtre qui donnait sur le corral, regardant ces hommes travailler avec un groupe de Mustangs à moitié sauvages. « Vous dressez tous vos chevaux vous-même? » « La plupart. Certains sont déjà dressés lorsque nous les achetons, mais pas les Mustangs. Ils sont moins chers à capturer à l'état sauvage et plus résistants une fois dressés. Ils sont mieux adaptés au travail dans un ranch. Cela semble dangereux. Cela peut l'être. Il faut avant tout de l'habileté et de la patience. » Eva resta silencieuse un instant, observant l'un de ses jeunes employés se faire désarçonner par une jument baie particulièrement fougueuse. Le jeune homme se releva, épousseta ses vêtements et remonta en selle sans hésiter. « Il n'est pas blessé » demanda-t-elle. « Jake? Non, il est plus résistant que du cuir vieilli. Il s'est fait désarçonner 3 fois cette semaine par cette jument, mais il l'aura apprivoisé d'ici dimanche. »« Apprivoisé » répéta Eva pensive. « Pas dressé. Il y a une différence, acquiesça Colt. Si vous brisez l'esprit d'un cheval, vous obtenez un animal qui fera ce que vous lui dites par peur. Si vous l'apprivoisez, vous obtenez un partenaire qui travaillera avec vous parce qu'il le choisit. » Oh, quelque chose changea dans l'expression d'Eva et lorsqu'elle le regarda, il y avait une nouvelle prise de conscience dans ses yeux. J'imagine que cette philosophie s'applique à bien plus que les chevaux. L'observation était si pertinente, si parfaitement juste que Colt ressentit un petit sursaut de surprise. Cette femme voyait les choses, comprenait des liens que d'autres pouvaient complètement manquer. « J'ai trouvé que cela fonctionnait plutôt bien avec la plupart des êtres vivants, » dit-il prudemment. Ils furent interrompus par le bruit de bottes sur le porche, suivi du coup distinctif de Miguel. Colt ouvrit la porte et trouva son contremaître tenant un télégramme, l'air troublé. « Désolé de vous interrompre, patron, mais cela vient d'arriver de la ville. J'ai pensé que vous voudriez le voir immédiatement. » Colt prit le papier jaune. Son cœur se serra lorsqu'il lut le bref message. Eva s'approcha, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle. « Un télégramme de votre famille.
dit Colt doucement en lui tendant le papier. Il demande si vous êtes bien arrivé. Eva lut le message et Colt vit son visage changer. Ce qui n'était au départ que de la simple curiosité se transforma en quelque chose de plus dur, de plus amer. C'est très attentionné de leur part, dit-elle d'une voix soigneusement maîtrisée. Je suis sûr qu'ils s'inquiètent beaucoup pour moi. Mais Colt pouvait lire entre les lignes aussi clairement qu'elle. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était Constance Blackwood qui vérifiait si sa cruelle plaisanterie avait fonctionné, si l'arrivée d'Eva avait causé l'humiliation et le rejet qu'elle avait prévu. « Tu n'es pas obligé de répondre, dit-il. « Oh, mais je le suis. » Eva plia soigneusement le télégramme et le glissa dans sa poche. « En fait, je pense que je vais rédiger une réponse très détaillée sur l'accueil chaleureux que j'ai reçu, mon confort et mon impatience. Ma nouvelle vie en tant que Madame Colt Ashford. » Sa voix était à nouveau ferme, mais cette fois-ci, elle était tempérée par quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Eva Blackwood en avait assez d'être la victime de la cruauté de sa famille. Elle était prête à riposter. « Madame Colt Ashford, » répéta lentement Colt, « vous avez vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout? Le mariage? Je veux dire... » Eva se tourna vers lui, le regard brun, ferme et déterminé. « Monsieur Ashford, je suis venu ici en m'attendant à être rejeté, humilié et renvoyé chez moi dans la honte. Au lieu de cela, j'ai trouvé un homme qui me traite avec respect, un foyer plus accueillant que tous ceux où j'ai vécu, et la possibilité d'une vie où je serais apprécié pour ce que je suis plutôt que rejeté pour ce que je ne suis pas. » Elle fit une pause, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Si vous êtes prêt à prendre le risque d'accueillir la fille laide à qui votre lettre n'était pas destinée, alors oui, je serais honoré de devenir Madame Colt Ashford. » En regardant ses yeux remarquables, en voyant la force, l'honnêteté et le courage tranquille qui émanaient de chaque ligne de son corps, Colt réalisa que la cruelle plaisanterie de sa famille lui avait donné exactement ce dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Non pas la beauté décorative qu'il pensait vouloir, mais une véritable partenaire qui pouvait égaler sa force par la sienne. 3 semaines après son arrivée au ranch Ashford, Eva Blackwood s'était installée dans une routine qui aurait horrifié sa belle-mère de Boston et scandalisé toutes les dames respectables de la société de Beacon Hill. Elle se levait avant l'aube pour aider à préparer le petit déjeuner des ouvriers du ranch. Elle passait ses matinées à apprendre les compétences pratiques de la vie à la frontière et consacrait ses après-midi à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du ranch. Qu'il s'agisse de raccommoder des vêtements, de s'occuper du potager ou d'aider à la comptabilité sans fin qui permettait au élevage de bétail de fonctionner sans heurts. Et elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Ce matin-là, elle se tenait à la fenêtre de la cuisine et regardait Colt travailler avec un Mustang particulièrement têtu dans le corral principal, les mains occupées à pétrir la pâte pour le pain du soir. La jument, une magnifique jument pie aux yeux fougueux et au corps rebelle, refusait depuis près d'1 semaine d'accepter la selle ou le cavalier. La plupart des ouvriers avaient abandonné, la jugeant trop sauvage pour que cela vaille la peine. Mais Colt était patient, agissant lentement et délibérément, sans jamais forcer les choses, laissant toujours le choix à la jument. C'était la même approche qu'il avait adoptée avec Ava elle-même, douce mais persistante, offrant respect et partenariat plutôt qu'exigeant la soumission. Mademoiselle Ava, la voix appartenait à Rosa Martinez, la femme de Miguel, qui était devenue la meilleure amie d'Ava et son guide officieux dans la vie du ranch. Vous le brûlez de vos regards. Eva sentit ses joues s'échauffer. Je le regardais travailler avec le cheval. Le ton de Rosa était plein d'amusement. C'est ce que je regardais aussi. Le cheval. Avant qu'Ava n'ait pu protester, la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et Tommy McKenna entra en titubant, le visage pâle et le bras gauche pendu dans un angle bizarre. « Rosa, mademoiselle Ava, allaita-t-il. Il y a eu un accident dans le pâturage sud. Miguel m'a renvoyé chercher de l'aide. » Eva se mit en mouvement avant même d'avoir pleinement compris ses paroles, ses mains cherchant déjà les fournitures médicales qu'elle avait insisté pour que Colt garde dans la cuisine. Pendant ses années à Boston, elle avait fait du bénévolat à l'hôpital caritatif, apprenant les bases des soins infirmiers, ce que sa famille considérait comme un intérêt inconvenant, mais qui s'était avéré inestimable au ranch. « Que s'est-il passé? » demanda-t-elle en enveloppant le bras de Tommy dans une écharpe de fortune.
Un nouveau venu s'est fait donner un coup de sabot par un bœuf, répondit Tommy en serrant les dents. Il s'est cassé la jambe et peut-être aussi quelques côtes. Miguel l'a stabilisé, mais il a besoin de soins médicaux. Le médecin le plus proche est en ville, dit Rosa avec inquiétude. C'est à 4 heures de route, et avec ses blessures. Alors, nous devrons nous débrouiller seuls, dit Eva d'un ton neutre, en remplissant sa trousse médicale de fournitures. Rosa, peux-tu envoyer quelqu'un chercher Colt? Et j'aurai besoin de draps propres, d'eau chaude et de cette bouteille de whisky que Miguel cache derrière les sacs de fleurs. Rosa la regarda fixement. Mademoiselle Eva, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai déjà remis des lots en place, répondit Eva calmement. Certes, c'était sur des chevaux plutôt que sur des hommes, mais le principe est le même, et pour l'instant, je suis la personne la plus proche d'un médecin que cet homme puisse avoir. 20 minutes plus tard, Eva se retrouva agenouillée dans la poussière à côté d'un jeune cowboy nommé Billy Morrison, dont le visage pâle et déformé par la douleur lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la gravité de ses blessures. Miguel s'accroupit à côté d'elle, son calme habituel ébranlé par la vue de son homme blessé. « C'est grave », demanda Cole avec inquiétude en les rejoignant, après avoir galopé depuis le corral principal. « Une jambe cassée? Sans aucun doute, répondit Eva, ses mains se déplaçant doucement sur les blessures de Billy avec une efficacité acquise par l'expérience. Probablement quelques côtes fêlées. Il a perdu un peu de sang, mais rien de grave. Elle leva alors les yeux vers Colt. « Nous devons le ramener à la maison où je pourrai le soigner correctement. »« Eva, dit Colt doucement, nous devrions peut-être attendre le médecin. Il pourrait souffrir d'une hémorragie interne en attendant le médecin, répondit Eva fermement. Il faut lui remettre la jambe en place maintenant, avant que le gonflement ne s'aggrave et que l'os ne commence à se souder de travers. Elle vit l'incertitude dans les yeux de Colt, la réticence naturelle à confier un travail médical aussi sérieux à quelqu'un qui n'avait pas reçu de formation officielle. Mais Billy gémit en essayant de changer de position, et ce bruit la décida. « Miguel, j'ai besoin de 4 hommes et d'une planche pour le transporter. » Elle donna cet ordre avec une autorité qui ne souffrait aucune discussion, et quelqu'un doit partir en avant pour demander à Rosa de préparer la table de la salle à manger. Pendant un instant, personne ne bougea. Ces hommes avaient l'habitude de recevoir des ordres de Colt, pas de cette femme de l'Est arrivée 3 semaines plus tôt, comme épouse par correspondance. Eva pouvait lire le doute sur leur visage, l'incertitude quant à savoir s'ils pouvaient lui confier la vie de Billy. C'est alors que Colt s'avança. « Vous l'avez entendu, dit-il calmement. Bougez. » Les 2 heures qui suivirent mirent à l'épreuve toutes les compétences qu'Eva avait acquises lors de son travail bénévole à l'hôpital, et elle dut en improviser plusieurs sur le moment. Billy étant inconscient à cause du whisky qu'ils avaient utilisé pour soulager sa douleur, elle lui a remis sa jambe cassée en place d'une main sûre, ses mouvements assurés malgré le cercle d'hommes inquiets qui observaient chacun de ses gestes. « Maintenez-le immobile, murmura-t-elle à Miguel, tandis qu'elle remettait l'os en place. Le corps de Billy était pris de convulsions malgré son état d'inconscience. Mais Eva ne faiblit pas. J'y suis presque. L'os s'est remis en place avec un clic audible qui a fait sursauter plusieurs des hommes qui observaient. Eva a rapidement immobilisé la jambe avec des lattes de bois et des bandes de drap déchirées. Ses gestes étaient économes et assurés. « Rosa, je veux que tu lui bandes les côtes, » a-t-elle ordonné. « Pas trop serré. Il doit pouvoir respirer. Et continue à vérifier ses pupilles. Si elles deviennent inégales ou cessent de réagir à la lumière, appelle-moi immédiatement. »« Oui, Maleva, » a répondu Rosa. Et Eva remarqua qu'il n'y avait plus aucune interrogation dans sa voix, seulement de la confiance et du respect. Lorsqu'elle eut fini de soigner les blessures de Billy, et l'eut installé dans la chambre d'amis avec des instructions strictes concernant ses soins, le soleil se couchait et Eva était épuisée. Elle trouva Colt qui l'attendait sous le porche, son expression indéchiffrable dans la pénombre grandissante. « Comment va-t-il » demanda Colt alors qu'elle s'affaissait dans le fauteuil à côté de lui. « Il survivra » répondit simplement Eva. « Sa jambe guérira de travers s'il ne suit pas les consignes de ne pas s'appuyer dessus. Et il aura probablement des cicatrices intéressantes, mais il survivra. » Colt resta silencieux pendant un long moment, étudiant son profil à la lumière de la lampe. « Où avez-vous appris à faire cela? »« À l'hôpital général de Boston, » répondit Eva.
J'y ai été bénévole pendant 3 ans. Ma belle-mère trouvait que c'était un intérêt inconvenant pour une dame, mais mon père croyait en la valeur des compétences pratiques. Sa bouche esquissa un sourire amer. Ironique que la désapprobation de Constance ait conduit à quelque chose d'aussi utile. Les hommes sont impressionnés, dit finalement Colt. Miguel m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un travailler aussi calmement sous pression. Il dit que tu as les mains sûres et la tête froide. Un grand compliment de la part de Miguel. Le plus grand. Colt se cala dans son fauteuil, le regard perdu dans le paysage qui s'assombrissait. Tu sais, quand j'ai écrit cette lettre à ta famille, j'avais une idée très précise de ce que je recherchais chez une épouse. Quelqu'un de raffiné, d'élégant, qui pourrait apporter une touche de civilisation orientale à cet endroit rude. Le cœur d'Ava se serra, mais elle garda une voix calme. Et maintenant, je réalise que j'étais un idiot. Colt se tourna pour la regarder directement. Une femme décorative se serait évanouie à la vue du sang. Une dame raffinée aurait insisté pour attendre l'arrivée d'un médecin alors que Billy souffrait. Mais toi, dit-il en secouant la tête, tu as vu ce qu'il fallait faire et tu l'as fait sans hésiter, sans te soucier de savoir si c'était convenable ou approprié pour une dame. C'est qui je suis, répondit Eva doucement. Je n'ai jamais été douée pour être décorative. Dieu merci, répondit Colt avec émotion. Eva, ce que tu as fait aujourd'hui, sauver la vie de Billy, gagner le respect des hommes qui travaillent dans ce ranch depuis des années, ça vaut plus que toute la sophistication et la beauté délicate du monde. Quelque chose de chaud et de lumineux fleurit dans la poitrine d'Eva. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la félicitait d'être exactement qui elle était, plutôt que de la critiquer pour ce qu'elle n'était pas. Le mariage, dit-elle soudainement. Sommes-nous toujours plus que jamais, répondit Colt sans hésiter. Si tu veux bien de moi. Eva regarda le ranch qui était en train de devenir son foyer, les montagnes qui se dressaient comme des sentinelles contre le ciel étoilé, et pensa à la vie qu'elle pourrait construire ici. Une vie où ses compétences pratiques seraient appréciées, où sa force serait un atout plutôt qu'une source d'embarras, où elle pourrait être la véritable partenaire d'un homme qui voyait sa valeur. « Je le veux », dit-elle simplement. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher dans la chambre, qui serait bientôt la leur, Eva aperçut son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait était brûlée par le soleil, ses mains étaient rugueuses à force de travailler et ses cheveux avaient abandonné toute prétention de coiffure à la mode. Elle ne ressemblait en rien à la dame raffinée de Boston qu'elle avait été élevée pour devenir. Elle ressemblait exactement à celle qu'elle était censée être. Et pour la première fois en 28 ans, cela lui suffisait. La lettre arriva par une fraîche matinée d'octobre, 2 jours seulement avant le mariage d'Eva et Colt. Elle était dans la cuisine en train de mettre la touche finale au gâteau qui servirait de dessert lors de leur mariage, lorsque Miguel apporta le courrier avec une expression qu'elle avait appris à reconnaître comme annonciatrice d'ennui. « Celle-ci vient de Boston », dit-il doucement en lui tendant une enveloppe adressée de la main reconnaissable entre toutes de sa belle-mère. Constance Blackwood. Eva essuya ses mains couvertes de fleurs sur son tablier et prit la lettre, son cœur se préparant déjà à la nouvelle cruauté que Constance avait décidé de lui infliger. Cela faisait 6 semaines qu'elle avait envoyé sa réponse soigneusement rédigée à leur télégramme, les informant non seulement qu'elle restait dans le Colorado, mais aussi qu'elle se préparait à épouser Colt Ashford. Elle s'attendait à des représailles, mais le silence s'était prolongé si longtemps qu'elle avait commencé à espérer qu'ils l'avaient tout simplement rayé de leur vie. Elle aurait dû s'en douter. « De mauvaises nouvelles ?» demanda Rosa, levant les yeux de son travail d'arrangement de fleurs sauvages pour les décorations du mariage. « Allons voir, murmura Eva en brisant le seau de cire avec des mains plus fermes qu'elle ne se sentait. La lettre comptait 3 pages remplies des propos les plus venimeux de Constance, écrits dans la même écriture élégante qu'elle utilisait pour sa correspondance sociale, mais remplis d'un venin qui nouait l'estomac d'Ava. « Ma chère Évangeline, ton père et moi sommes très inquiets depuis que nous avons reçu ta dernière lettre. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que tu as été abusé par cet homme, Ashford, qui t'a clairement convaincu de participer à ce qui ne peut être décrit que comme une tromperie élaborée. Je t'informe par la présente que nous avons correspondu avec plusieurs citoyens éminents du territoire du Colorado, y compris le gouverneur territorial lui-même, au sujet des circonstances frauduleuses de ton soi-disant engagement. Il semble que M. Ashford t'ait présenté dans tout Copper Ridge comme sa future épouse.
Maselal Serafina Blackwood. Alors que toute personne sensée peut voir que tu n'es certainement pas la femme qu'il a contracté de se marier, cette tromperie ne peut être tolérée plus longtemps. Votre père a donc fait appel au service des détectives Pinkerton pour enquêter sur la personnalité et les motivations de M. Ashford. Nous avons toutes les raisons de croire qu'il s'agit soit d'un chasseur de fortune qui a l'intention de vous retenir contre votre gré jusqu'à ce qu'il puisse soutirer de l'argent à notre famille, soit, pire encore, d'un homme au caractère moral si médiocre qu'il participerait sciemment à une fraude pour son propre amusement. Serafina m'a demandé de vous dire qu'elle ne vous en veut pas pour cette situation malheureuse, même si elle est naturellement mortifiée que son nom ait été associé à une affaire aussi sordide. Elle s'est récemment fiancée à M. Theodore Worthington III, un gentleman d'une éducation irréprochable et d'une fortune considérable, qui ne songerait jamais à s'impliquer dans des manœuvres aussi peu recommandables. Nous avons pris des dispositions pour que des fonds de voyage soient envoyés à la First Bank of Denver, suffisants pour votre retour immédiat à Boston. Vous vous présenterez à la banque avec cette lettre et une pièce d'identité en règle, après quoi les fonds vous seront remis. Nous attendons votre retour dans le mois, moment auquel nous discuterons des meilleurs moyens de réparer les dommages que cette aventure a causés à la réputation de notre famille. Ne confondez pas notre intervention avec une préoccupation pour votre bien-être. Votre père ne pense qu'au nom de la famille et à la nécessité de nous sortir de cette situation embarrassante avant qu'elle ne soit rendue publique. Les fiançailles de Serafina avec M. Worthington représentent une occasion d'élever considérablement notre position sociale, et nous ne pouvons pas permettre que vos actions mal avisées compromettent ces perspectives d'avenir. Je suis convaincu que vous comprendrez qu'il est sage de mettre fin immédiatement à cette mascarade et de retourner à Boston, où est votre place. Votre marâtre affectueuse, Madame Constance Blackwood. Eva lut la lettre 2 fois, les mains légèrement tremblantes lorsqu'elle eut terminé. La cruauté des involtes était stupéfiante, même selon les standards de Constance, menaçant de détruire la réputation de Colt, remettant en question son caractère auprès des autorités territoriales et indiquant clairement que le bien-être d'Eva importait moins que la protection de l'ascension sociale de Serafina. Eva. La voix de Rosa semblait venir de très loin. Qu'y a-t-il? Au lieu de répondre, Eva tendit la lettre à Rosa et sortit, ayant besoin d'air et d'espace pour réfléchir. Elle se retrouva dans le corral où Colt travaillait avec la jument Pie, qui avait finalement accepté la selle et le cavalier. Le cheval se déplaçait désormais avec une grâce fluide, répondant aux ordres doux de Colt avec la confiance qui venait d'avoir été apprivoisée plutôt que brisée. « Ava !» Colt avait vu son expression et était déjà en train de descendre de cheval, le visage plissé d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Ma famille, dit-elle simplement, puis elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas continuer. L'ampleur de leur vengeance était écrasante. Non contents de l'utiliser comme instrument d'une cruelle plaisanterie, ils avaient maintenant l'intention de détruire le bonheur qu'elle avait trouvé dans le Colorado. Colt prit la lettre de ses doigts, qui ne résistaient pas, et la lut rapidement, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Lorsqu'il eut terminé, sa mâchoire était crispée dans une expression qu'elle avait appris à reconnaître comme une fureur à peine contenue. « Bon sang, murmura-t-il, ils menacent réellement de faire enquêter sur moi pour fraude. »« Ils veulent te détruire, » dit Eva doucement, « parce que tu ne m'as pas rejeté comme ils s'y attendaient, parce que leur plaisanterie s'est retournée contre eux et que j'ai trouvé le bonheur au lieu de l'humiliation. Ils peuvent en enquêter autant qu'ils veulent, » dit Colt d'un ton sinistre. « Je n'ai rien à cacher, mais Eva, dit-il en la regardant avec une sorte de douleur dans les yeux. Cela pourrait mal tourner. S'ils parlent au gouverneur du territoire, s'ils répandent des mensonges sur la fraude et la tromperie, cela pourrait affecter le ranch, mes relations commerciales, tout ce que j'ai construit ici. » Eva acquiesça, comprenant ce qu'il ne disait pas. Il lui offrait une issue, une chance de retourner à Boston avant que sa présence ne détruise tout ce pour quoi il avait travaillé. C'était un geste noble, le sacrifice d'un homme qui se souciait plus de son bien-être que de ses propres désirs. Et c'était exactement la mauvaise chose à dire à une femme qui avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle ne valait pas la peine qu'on se batte pour elle. « Colt Ashford, then, » dit-elle d'une voix aussi ferme que celle qui lui avait permis de survivre à 28 ans de cruauté familiale.
Es-tu vraiment en train de me suggérer de retourner à Boston la queue entre les jambes parce que ma belle-mère m'a menacé? Je te suggère de ne pas te retrouver prise au milieu de cette sordide affaire, répondit Colt. Tu n'as rien demandé de tout cela. Non, je n'ai rien demandé, acquiesça Eva. Je n'ai pas demandé à être utilisé comme une arme dans la vengeance mesquine de ma famille. Je n'ai pas demandé à être menacé, manipulé et traité comme un pion jetable dans leurs jeux sociaux. Mais je n'ai pas non plus demandé à trouver un homme qui reconnaît ma valeur, une communauté qui respecte mes contributions et une vie qui me donne pour la première fois le sentiment d'être chez moi. Elle s'approcha de lui, ses yeux bruns brillants de détermination. S'ils veulent se battre, ils auront ce qu'ils veulent, mais ce ne sera pas le combat qu'ils attendent. Eva, non. Elle leva la main pour faire taire ses protestations. J'en ai assez de fuir, Colt. J'en ai assez d'avoir honte de qui je suis. J'en ai assez de m'excuser d'occuper de l'espace dans ce monde. J'en ai assez de laisser des gens cruels dicter les conditions de mon existence. Elle se retourna et retourna vers la maison, l'esprit déjà en ébullition. Lorsqu'elle arriva dans la cuisine, elle savait exactement ce qu'elle allait faire. « Rosa, dit-elle en s'installant à la table de la cuisine avec du papier et un stylo. J'aurai besoin de toi comme témoin. Bien sûr, mademoiselle Eva. Qu'écrivez-vous? Une lettre, répondit Eva en trempant sa plume dans l'encre avec une précision délibérée. Au gouverneur territorial, au détective Pinkerton et à toute autre personne susceptible d'être intéressée par la vérité concernant l'inquiétude de la famille Blackwood pour leur fille. Elle se mit à écrire. Ces mots coulaient avec la clarté qui venait du fait qu'elle comprenait enfin sa propre valeur. À qui de droit, je suis Evangeline Blackwood, de Boston, dans le Massachusetts, et je vous écris pour répondre à certaines allégations qui ont pu être portées à votre attention concernant mes fiançailles avec M. Colt Ashford, de Copper Ridge, dans le territoire du Colorado. Je tiens à préciser très clairement qu'il n'y a eu aucune fraude, tromperie ou coercition dans ma relation avec M. Ashford. Je suis venu dans le Colorado de mon plein gré en tant que marié par correspondance, en réponse à son annonce pour trouver une épouse. S'il est vrai que ma famille a pu laisser croire à M. Ashford qu'il s'agissait de ma demi-sœur Serafina, j'ai été explicitement envoyé à sa place avec la pleine connaissance et l'approbation de ma belle-mère, Madame Constance Blackwood. Le but de cette substitution n'était pas d'honorer la demande de M. Ashford, mais d'humilier à la fois M. Ashford et moi-même dans le cadre de ce que ma belle-mère considérait comme une plaisanterie amusante. Il pensait qu'envoyer la fille laide de la famille à la place de la belle Serafina entraînerait mon rejet immédiat et l'embarras de M. Ashford. Au contraire, M. Ashford m'a traité avec respect, honneur et affection sincère. Il ne m'a rien demandé d'autre que d'être moi-même et m'a offert en retour un partenariat fondé sur le respect mutuel et des valeurs communes. Nos fiançailles sont entièrement volontaires, tout à fait légales et m'ont apporté plus de bonheur que je n'en ai jamais connu. Toute enquête sur la personnalité de M. Ashford révélera qu'il est un homme à la réputation irréprochable, aux pratiques commerciales fructueuses et à l'intégrité incontestable. Il est respecté dans toute la région en tant qu'employeur équitable, commerçant honnête et membre estimé de la communauté. Je regrette de devoir dire qu'il n'en va pas de même pour ma famille de Boston, dont le traitement à mon égard a été caractérisé par une cruauté systématique, des humiliations calculées et un mépris total pour mon bien-être, qui ont culminé avec leur tentative de m'utiliser comme un instrument de vengeance contre un homme innocent. Je ne suis pas retenu contre ma volonté. Je ne suis pas victime d'une fraude ou d'une tromperie. Je suis simplement une femme qui a trouvé l'amour et le respect dans un endroit inattendu et qui refuse de laisser les manœuvres vindicatives de ma famille détruire le bonheur que j'ai mérité. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments respectueux. À Mlle Evangeline Blackwood, bientôt madame Colt Ashford. Eva signa la lettre d'un geste théâtral et leva les yeux pour trouver Rosa et Miguel, qui la regardaient avec admiration et respect. Mademoiselle Eva, souffla Rosa, c'est la chose la plus magnifique que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas encore fini, répondit Eva en prenant une nouvelle feuille de papier. Maintenant, je vais écrire à tous les journaux d'ici à Boston pour leur dire exactement quel genre de personnes sont les Blackwood, puis j'écrirai à Constance elle-même. Cette dernière lettre était plus courte, mais infiniment plus satisfaisante. Chère Constance, merci pour votre lettre et votre sollicitude à mon égard.
Je suis ravi de vous informer que votre cruelle plaisanterie a eu des conséquences que vous n'aviez pas prévues. Monsieur Colt Ashford est en effet tout ce que vous pensiez qu'il n'était pas. Riche, respecté, honorable et doté d'une intelligence suffisante pour privilégier la substance à la beauté superficielle. Il m'a demandé de l'épouser non pas malgré qui je suis, mais à cause de qui je suis. Notre mariage aura lieu comme prévu, et je compte passer le reste de ma vie en tant qu'épouse chérie et partenaire apprécié. J'ai pris la liberté de partager les véritables circonstances de mon arrivée sur le territoire du Colorado avec le gouverneur territorial, plusieurs journaux importants et toute autre personne susceptible d'être intéressée par l'approche créative de votre famille en matière de cruauté sociale. J'espère que cela n'aura pas d'incidence sur les fiançailles de Serafina avec M. Worthington. Vous voudrez peut-être l'avertir que se marier dans la famille Blackwood comporte certains risques pour sa réputation. Je vous prie de ne plus m'écrire. La distance m'a permis de voir clairement la véritable nature de notre relation. Et je n'ai aucune envie de rester en contact avec des personnes qui utilisent les membres de leur propre famille comme instrument de vengeance mesquine. Je reste heureuse et définitivement votre ancienne victime, Madame Evangeline Ashford. Au moment où vous recevrez cette lettre, Eva aura scellé les enveloppes à la cire, les mains fermes et le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle en avait fini d'être la victime de la cruauté de sa famille, fini de s'excuser d'exister, fini d'accepter moins que ce qu'elle méritait. Envoyez-les aujourd'hui, dit-elle à Miguel en lui tendant le paquet de lettres. Et Miguel, assurez-vous que celles destinées au gouverneur territorial soient remises en main propre. Oui, madame, répondit Miguel, et il y avait comme de la fierté dans sa voix. Autre chose, Eva regarda par la fenêtre les montagnes qui étaient devenues son foyer. La vie qu'elle s'était construite avec un homme qui voyait sa valeur, l'avenir qui s'étendait devant elle, brillant de possibilités. Oui, dit-elle avec un sourire qui illumina tout son visage. Assure-toi que tout le monde dans les 3 comtés sache qu'il y aura un mariage demain et qu'ils sont tous invités. Je veux la plus grande et la plus joyeuse des célébrations que ce territoire ait jamais connues. Tu veux leur montrer à quoi ressemble le bonheur, dit Rosa, qui comprit immédiatement. Exactement, répondit Eva. Je veux leur montrer ce qui se passe quand la cruelle plaisanterie de quelqu'un devient la plus grande bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et tandis qu'elle se remettait à décorer son gâteau de mariage, Eva Blackwood, bientôt Eva Ashford, savait que la tentative de sa famille de la détruire lui avait au contraire donné tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver d'avoir. Parfois, la meilleure vengeance était vraiment de bien vivre. 6 mois plus tard, Ava Ashford se tenait sous le porche de sa maison, regardant le soleil levant peindre les montagnes rocheuses de nuances roses dorées, une lettre de Boston froissée dans sa main et un sourire de pure satisfaction sur son visage. La lettre était arrivée la veille, écrite de la main de plus en plus désespérée de Constance, et son contenu avait procuré à Eva plus de divertissement que n'importe quel opéra ou réunion mondaine. La réputation de la famille Blackwood dans la société bostonienne n'avait pas survécu à la contre-attaque d'Eva. Ces lettres détaillées aux journaux de la Côte avaient déclenché un scandale qui avait fait le tour de tous les salons et clubs sociaux, de Beacon Hill à Philadelphie. L'histoire d'une famille si cruelle qu'elle avait utilisé sa propre fille comme punchline dans une blague vicieuse avait captivé l'imagination du public de la pire manière possible pour les Blackwood. Les fiançailles de Serafina avec Theodore Worthington Burr avaient été discrètement mais définitivement rompues lorsque la famille Worthington avait décidé qu'elle ne pouvait pas risquer de s'associer à des personnes aussi scandaleuses. 3 autres familles éminentes de Boston avaient retiré leurs invitations aux événements sociaux annuels des Blackwood. Même leur église leur avait suggéré qu'il serait peut-être plus confortable pour eux de fréquenter une autre église pendant un certain temps, jusqu'à ce que cette publicité malheureuse s'estompe. Mais la plus délicieuse ironie de toutes fut révélée dans la lettre désespérée de Constance. Leur statut social détruit et leur situation financière de plus en plus précaire, les Blackwood se retrouvaient désormais dans le besoin de ce qu'ils avaient tenté de refuser à Eva, un mariage avantageux qui pourrait restaurer leur fortune et leur réputation. « Nous avons reconsidéré notre position concernant ton mariage », avait écrit Constance dans des mots qui avaient dû lui brûler la gorge. Peut-être avons-nous été trop hâtifs dans nos préoccupations initiales concernant le caractère de M. Ashford. Votre père et moi aimerions beaucoup visiter le Colorado et rencontrer notre nouveau gendre comme il se doit.
Ava avait lu cette phrase à haute voix pendant le petit déjeuner, et ils avaient tous deux ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. L'idée que Constance et son père voulaient désormais revendiquer leur lien avec le mariage qu'ils avaient orchestré comme une cruelle plaisanterie était le couronnement parfait de leur spectaculaire chute. Je pense que nous allons leur dire que nous sommes trop occupés par les affaires du ranch pour recevoir des visiteurs, avait dit Colt, ses yeux bleus pétillants de joie. Peut-être dans 10 ans, lorsque nos emplois du temps seront moins chargés. Alors qu'Eva regardait son mari travailler avec un nouveau groupe de Mustangs dans le corral le matin, elle réfléchissait à la façon dont sa vie avait complètement changé. La femme qui était descendue du train à Copper Ridge 6 mois plus tôt, incertaine, blessée, s'attendant à être rejetée, n'avait plus grand-chose à voir avec la femme de rancher confiante qu'elle était devenue. La communauté, qui avait d'abord été perplexe face à l'épouse sans charme de Colt, la considérait désormais avec un respect et une affection qu'aucune beauté classique n'aurait pu lui valoir. C'était la femme qui avait sauvé la vie de Billy Morrison grâce à ses mains sûres et à sa vivacité d'esprit. L'épouse qui savait mettre bas un veau aussi habilement qu'elle savait tenir les comptes du ranch. La voisine qui avait organisé les secours lorsque les tempêtes hivernales avaient frappé plus fort que prévu, transformant la maison du ranch en refuge temporaire pour les familles bloquées. Elle était devenue exactement ce qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Une femme dont la valeur se mesurait à ses actions, à son intelligence, à sa force de caractère et à sa capacité d'aimer. Toutes les choses qui comptaient et aucun des attributs superficiels sur lesquels sa famille de Boston s'était focalisée. Madame Ashford, la voix appartenait à Jenny Patterson, la jeune fille d'un éleveur voisin qui arrivait en courant sur le chemin avec l'excitation haletante que seule une enfant de 8 ans pouvait manifester. Maman me dit de vous dire que le bébé arrive. Elle dit, pouvez-vous venir maintenant, s'il vous plaît? Eva était déjà en mouvement, sa trousse médicale toujours prête pour ce genre d'urgence. Au cours des 6 mois qui avaient suivi l'accident de Billy, elle était devenue le médecin officieux de toutes les familles d'éleveurs dans un rayon de 80 km. Sa réputation de compétence et de calme sous la pression s'était répandue dans toute la région. « Dis à ta mère que j'arrive tout de suite », dit-elle à Jenny, puis elle se tourna vers le corral où Colt travaillait. « Le bébé des Patterson va naître », cria-t-elle. Colt lui fit signe qu'il avait compris et commença à sceller un cheval pour elle. Cela aussi était devenu une routine. Eva partait à toute heure pour aider en cas d'urgence médicale, de naissance, d'accident ou de maladie dans toute la communauté. On avait besoin d'elle ici comme on n'avait jamais eu besoin d'elle à Boston. On l'appréciait pour des compétences que sa famille n'avait jamais reconnues chez elle. Alors qu'elle chevauchait vers le ranch Patterson, Eva réfléchissait à la vie qu'elle aurait pu mener si la plaisanterie de sa famille s'était déroulée comme prévu. Elle serait peut-être retournée à Boston, honteuse, convaincue que sa famille avait raison de la considérer comme inutile, indésirable, destinée à vivre en marge du bonheur des autres. Au lieu de cela, elle avait trouvé un partenaire qui considérait sa force comme un atout plutôt que comme un défaut. Elle avait découvert un travail qui la comblait dans une communauté qui appréciait ses contributions. Elle avait appris que l'amour ne consistait pas à répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, mais à trouver quelqu'un qui vous appréciait exactement tel que vous étiez. 8 heures plus tard, alors qu'elle plaçait un petit garçon en bonne santé dans les bras de Susan Patterson et observait le visage de la nouvelle maman se transformer de joie, Eva ressentit cette vague familière de satisfaction qui venait du fait d'utiliser ses compétences pour aider les autres. C'était sa vocation. Pas rester assise dans les salons de Boston à faire la conversation poliment sur des futilités, mais faire une réelle différence dans la vie des gens. Sur le chemin du retour, elle passa devant le petit cimetière où la communauté territoriale enterrait ses proches. Eva ralentissait toujours à cet endroit, non par fascination morbide, mais par gratitude. Parmi les pierres tombales usées par le temps se trouvait une petite stèle dédiée à l'enfant qu'elle aurait pu être. Eva Blackwood, la fille laide qui n'avait jamais été assez bonne, qui était morte le jour où elle était descendue de ce train et avait choisi de devenir quelqu'un d'autre. Elle était désormais Eva Ashford, épouse aimée, guérisseuse talentueuse, membre estimé de la communauté et femme qui avait transformé la blague la plus cruelle de sa famille en son plus grand triomphe. Elle était la preuve que parfois, les personnes qui nous font le plus de mal finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour trouver notre véritable destin.
De retour au ranch, elle trouva Colt qui l'attendait sous le porche avec une tasse de café et un sourire qui faisait battre son cœur même après 6 mois de mariage. Comment vont la mère et le bébé? Demanda-t-il alors qu'elle s'installait à côté de lui. Parfaitement, répondit Eva en acceptant le café avec gratitude. Absolument parfaite, répondit-elle. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes qui étaient devenues leur foyer. Au loin, le bétail se reposait paisiblement et les chevaux se déplaçaient comme des ombres dans le crépuscule naissant. C'était le son d'une vie bien vécue, d'un amour bien trouvé et d'un avenir prometteur. Des regrets? Demanda Colt doucement. C'était une question qu'il lui avait posée plusieurs fois au cours de leur mariage. Eva sourit en repensant à la lettre désespérée de Constance, aux fiançailles ruinées de Sarafina, à cette famille de Boston qui s'était détruite par sa propre cruauté. Elle pensa à la vie qu'elle s'était construite ici, à l'amour qu'elle avait trouvé, à la personne qu'elle était devenue. Un seul, répondit-elle finalement. Je regrette d'avoir mis 28 ans à découvrir que la meilleure vengeance contre les personnes qui ne vous apprécient pas est de trouver celle qui vous apprécie. Que pensez-vous de l'incroyable transformation d'Ava, qui est passée de fille indésirable à épouse aimée et pilier de la communauté? Vous êtes-vous déjà senti ignoré ou sous-estimé par des personnes qui auraient dû reconnaître votre valeur? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire, celle de la recherche de votre place dans le monde, pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui est encore en quête. Si des histoires comme celle d'Ava vous touchent, des récits d'outsiders qui surmontent la cruauté pour trouver leur âme sœur et leur véritable vocation, abonnez-vous à Wild West Stories et activez la cloche de notification. Nous sommes là pour vous rappeler que votre valeur n'est pas déterminée par les limites des autres et que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent dans les circonstances les plus improbables. N'oubliez pas que les personnes qui ne voient pas votre valeur ne méritent pas de figurer dans votre histoire. Continuez à écrire de nouveaux chapitres jusqu'à ce que vous trouviez ceux qui vous apprécient tels que vous êtes. En attendant notre prochaine aventure, continuez à croire que chaque fin peut devenir un nouveau départ et que le véritable amour voit la beauté là où les autres ne voient que des défauts. Votre âme sœur vous attend peut-être dans l'endroit le plus inattendu.